Bonjour à tous. Certaines générations de Camerounais n'ont pas oublié cette fameuse date du 4 novembre 1982. À cette époque, Amadou Ahidjo démissionnait de la présidence de la République pour permettre à son successeur constitutionnel d'impulser une nouvelle dynamique. Ce 4 novembre s'apprête à entrer dans l'histoire en battant un record inégalé à la tête du Cameroun, 36 ans d'exercice du pouvoir présidentiel dans un pays confronté à des crises socio-économiques et sécuritaires. Dans un tel contexte, la prestation de serment de Paul Biya, prévue le 6 novembre 2018, cristallise l'intérêt de la presse. Au-delà de la charge symbolique de cet événement, les félicitations du président français, brandies à la une de Cameroun Tribune, ont provoqué une vague de critiques qui a quelque peu embarrassé Paris. Loin d'être un fake news, la correspondance d'Emmanuel Macron était confidentielle et ne devait pas être rendue publique. Selon Info Matin, le président français a invité Paul Biya à rajeunir la classe politique gouvernante au Cameroun. Dès lors, la nouvelle expression dévoile des batailles pour les ministrables. La redistribution des cartes n'est pas le seul casse-tête du pouvoir de Yaoundé en 16 heures. Les velléités de contestation de la victoire de Paul Biya font perdre le sommeil aux autorités administratives. Selon la presse, elles ont multiplié les arrestations des militants du MRC, enclenché des procédures judiciaires à l'encontre des manifestants et militarisé la capitale Yaoundé. Certes, la communauté internationale reste silencieuse sur ce mouvement anti-Biya qui s'étend jusqu'à l'Hexagone, mais elle ne cache pas son exaspération sur l'aggravation de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cas d'illustration évoqué dans la presse, c'est l'attaque perpétrée contre missionnaires américains près de Bamenda. Pour la nouvelle expression, c'est la première fois qu'un expatrié soit tué en plein cœur des affrontements armés entre séparatistes et forces de sécurité. Le quotidien Le Jour s'interroge sur les auteurs de cet acte barbare qui révèle un climat de gestion de la crise anglophone au Cameroun, et Emmanuel Macron exhorte Paul Biya au règlement politique de cette crise. Cette nouvelle pression de la communauté internationale peut-elle soulever un vent de paix dans les régions anglophones? La prestation de serment de Paul Biya marquera-t-elle un signe de rupture, une continuité dans la gouvernance d'un pays où une bombe sociale menace d'exploser à tout moment? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sous ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois ce dimanche Simon-Serge Kakac. Bonjour. Bonjour, Monsieur Cédric Moufélé. Je précise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun, analyste politique, et durant cette présidentielle 2018, vous avez soutenu le candidat Akeremouna, lequel a rejoint la coalition autour de Maurice Kamto. Également présent ce dimanche, Maître Julius Achou. Bonjour. Bonjour Cédric. Et merci d'être avec nous ce dimanche. Le plaisir, c'est le mien. Vous êtes également avocat au barreau du Cameroun, militant du MRC. RDPC. Du RDPC, je tiens à le préciser, merci. Le RDPC, le parti au pouvoir, Maître Julius Achou, qui est avec nous ici ce dimanche. Également, éditorialiste et consultant sur droit de réponse, Edmond Kamgia. Bonjour. Bonjour Monsieur Loufélé. Merci d'être avec nous ce dimanche. Je salue tous les copanélistes. Et je vous annonce également Maître Lavoisier Sapi, qui est avocat au barreau du Cameroun, cadre militant du SDF. Il doit être avec nous ce dimanche. Et je vous le disais, la prestation de serment est annoncée pour le 6 novembre 2018, prestation de serment de Paul Biya. Et avec vous, Edmond Kamgia, dans quelle atmosphère sociale et politique se prépare cette prestation de serment de Paul Biya à la magistrature suprême? L'atmosphère dans laquelle la prestation de serment de Paul Biya se prépare est celle d'un pays en crise. C'est un pays tendu. L'ambiance est tendue dans la plupart des localités, notamment dans les principales villes du Cameroun. Je pense à Douala, je pense à Yaoundé, je pense à Bafoussam. Ce sont des villes qui, ces derniers jours, ont connu des manifestations ou vont en connaître davantage de la part du candidat Maurice Kamto, qui estime que sa victoire lui a été volée et qui a engagé un plan de résistance qui, visiblement, selon sa dernière sortie, va
continuer parce que ça ne ferait que commencer. Mais au niveau du candidat du parti au pouvoir, Paul Biya, qui est à sa 36e année au pouvoir, il faut remarquer ce qu'il y a de spécifique dans la prestation de serment, c'est que cela va coïncider avec deux événements. Il y aura à la fois la prestation de serment de Paul Biya et l'anniversaire, ou alors la commémoration de ses 36 ans à la tête de l'État camerounais. Dans quelle ambiance? J'ai parlé de tension, mais rappelez-vous, les années précédentes, c'était dans une ambiance de joie. C'était dans une ambiance festive, ce n'est pas le cas cette année. Est-ce que c'est à cause de la manière dont les élections se sont déroulées, ou alors des résultats qui ont été proclamés par le Conseil constitutionnel sont contestés? Il faut se poser un certain nombre de questions. Mais aussi, il faut dire que la communauté internationale, pour une fois, un peu comme en 1992, se rend compte que le climat dans lequel les élections sont déroulées, et notamment la maturité du peuple camerounais, ça il faut le souligner, parce que cela figure dans le message des États-Unis adressé au peuple camerounais à l'issue de ces élections. La maturité passe d'une autre façon. Mais fort heureusement, nous sommes un peuple pacifique qui aimons pour la plupart d'entre nous et qui sommes déterminés au changement, mais qui sait reconnaître qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est essentiel dans les batailles qui sont menées par les politiques. Et dans cette ambiance post-électorale, le messager s'est interrogé sur l'ultra-militarisation de Yaoundé. Maître Simon-Serge Kakac, votre analyse du climat sociopolitique actuel au Cameroun à quelques heures de la prestation de serment de Paul Biya à la magistrature suprême? Ouais, merci, Monsieur Cédric Moufele. Ce que je peux faire observer pour répondre à votre question, c'est que, qu'on ne se leurre pas, l'élection du président Biya souffre de ce que j'appelle un déficit de légitimité populaire. C'est ça qui justifie, j'allais dire, les grincements dedans qu'on peut noter dans l'opinion. Mais ce que je tiens également à faire observer ici, c'est que les gens le comprennent très bien. Lorsqu'il y a une élection présidentielle dans un pays, il y a deux paramètres qui intéressent les candidats. Le premier paramètre, c'est la légalité de l'élection. Est-ce que les choses se passent telles que la loi l'a prévu dans le code électoral? Première chose. La deuxième chose maintenant, c'est la légitimité des élus. Bon, lorsque vous voyez l'élection du président Biya aujourd'hui, on serait tenté de dire que du point de vue de la légitimité, il y a un gros problème. Parce que justement, le peuple camerounais, dans son immense majorité, ne se reconnaît pas en cette élection. Première chose. Mais ce qui est quand même curieux et paradoxal, M. Cédric Moufele, c'est qu'on a le sentiment qu'au-delà de tout ce qu'on peut penser, le président Biya bénéficie d'une légitimité diplomatique aujourd'hui. Parce que nous en parlerons au cours de cette émission. Oui, mais avant, d'abord, cette ultra-militarisation de Yaoundé, ce sont les mots utilisés par le messager cette semaine, qui observe qu'il y a des soldats déployés dans les principaux carrefours de la capitale Yaoundé. Qu'est-ce qui peut justifier ce déploiement, ce dispositif sécuritaire en ce moment précis? Oui, c'est dit que je pense que c'est une situation qui se comprend, et ça se comprend dans le propos que j'ai essayé d'avancer tout à l'heure. Vous savez, lorsque vous êtes élu, bon, bien que peut-être du point de vue de la légalité, on peut se dire que les choses se sont passées dans les règles de l'art, ça veut dire dans le strict respect du processus électoral tel que prescrit par le code électoral de 2012. Nous sommes d'accord que sur le plan de la légalité, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais sur le plan de la légitimité populaire, le pouvoir est conscient que le peuple est très fâché, le peuple ne se reconnaît pas en cette élection. Donc c'est ça qui justifie une réaction quelque peu énergique en prenant des dispositions sur le plan sécuritaire. Parce que du côté de Yaoundé, tout le monde est convaincu que le peuple peut manifester ce jour. Et déjà les manifestations ont commencé. C'est pour ça que pour essayer d'adopter une espèce de thérapie, le pouvoir essaie de militariser l'endroit où le président va prêter serment. Parce que ne nous leurrons pas, ne perdons pas de vue que c'est à Yaoundé que le président Biya va prêter serment dans 2 jours. C'est normal que le pouvoir, dans la peur de ce qui peut arriver, et venant du peuple camerounais qui n'est pas forcément content de la situation qui s'est déroulée, qu'est-ce qui se passe? Va essayer de prendre des dispositions pour empêcher le peuple, j'allais dire, de troubler la fête. C'est ça qui justifie la militarisation. Un contexte sécuritaire particulier à quelques jours de la prestation de serment de Paul Biya, maître Julius Achou. Pourquoi
alors que Cameroun Tribune parle de la fête qui doit être célébrée à l'occasion de cette prestation de serment, mais aussi la commémoration des 36 ans de pouvoir de Paul Biya, la tête du Cameroun. Comment expliquer ce déploiement sécuritaire alors qu'on doit célébrer l'accession à la magistrature suprême de Paul Biya? Moi, je ne suis jamais confortable lorsque les gens qui ne comprennent pas le mécanisme de sécurité dans un pays osent parler, n'est-ce pas, des mesures de sécurité. Il faut noter que lorsque vous voyez, n'est-ce pas, la militarisation d'une certaine zone dans un pays, cela veut dire qu'il y a des rapports qui indiquent qu'il peut y avoir des troubles, n'est-ce pas, dans la situation de sécurité du Cameroun. Donc, il ne faut pas qu'on s'aventure dans un domaine, n'est-ce pas, qu'on risque, n'est-ce pas, d'aller dans un gouffre. Parce que le Cameroun, c'est extraordinaire. Lorsqu'on met des mesures de sécurité, on dit qu'il y a trop de sécurité. Lorsqu'on ne le met pas, on dit qu'il n'y a pas de sécurité. Nous sommes toujours comme ça. Moi, je pense que lorsque on prend des mesures sécuritaires dans une ville, c'est parce que les agents qui sont chargés de l'ordre public et de la sécurité ont des indices qui nécessitent, n'est-ce pas, le déploiement qui est fait. Ce n'est pas nous de commencer en disant que peut-être c'est parce qu'il y aura des émeutes ou il y a des manifestations, ils ont mis des gens, n'est-ce pas, pour bloquer. Non. C'est normal que dans un pays, on prenne des mesures. Lorsqu'il y a des informations concordantes qui disent, mais il faut prendre ces mesures pour éviter certaines... Ça peut être une guerre, ça peut être une tuerie, ça peut être, n'est-ce pas, la destruction de biens des gens. Donc il faut qu'on fasse attention. Et en plus, il faut noter que lorsque la manifestation publique est légale au Cameroun, il y a des critères. Donc on ne doit pas avoir peur de manifester. C'est normal que lorsqu'on manifeste, on prend même les gens en sécurité, on doit même les guider, les protéger, c'est normal. Mais il ne faut pas qu'une groupuscule de Camerounais pense qu'ils représentent tout le peuple. Et c'est ça qui blesse au Cameroun. Mon confrère m'a dit, le peuple, avec moi aussi, il parle pour moi. Il faut qu'il parle pour lui. Quand vous dites le peuple fait attention. Un groupuscule ne peut pas, n'est-ce pas, ne peut pas décider pour nous tous. La démocratie, n'est-ce pas, d'abord, c'est la tyrannie d'abord de la majorité. Et lorsque la majorité, vous constatez que c'est vraiment extraordinaire, il faut savoir le gérer. Et justement, la presse cette semaine s'est interrogée, notamment le gouvernement a-t-il besoin de sortir les soldats des casernes pour faire peur au peuple qu'il a pourtant massivement élu Paul Biya avec un score de 71%. Que répondez-vous à ces priorités? Vous avez peur des militaires? Moi, je n'ai pas peur. Si vous avez peur des militaires, c'est là que vous avez quelque chose à cacher. C'est que le bandit qui fuit le militaire. Lorsque je vois un militaire, je sais que c'est pour ma sécurité. Il est obligé, n'est-ce pas, de sauvegarder ma sécurité. Il est obligé. Et quand je le vois, je m'en vais vers lui, n'est-ce pas, pour me faire protéger, par contre. Mais lorsque vous voyez les militaires, ça veut dire que vous avez quelque chose à cacher. Justement, je voulais juste rebondir, parce que là, j'ai le sentiment que mon estimé confrère se mêle un peu les pinceaux. Hein, quand il dit que, en fait, le peuple camerounais n'est pas content, en fait, comment dirais-je, ne se reconnaît pas. Mais quand je dis que le peuple camerounais ne se reconnaît pas en cette élection, il n'est pas simplement ne pas d'accord avec moi. Mais ce que je veux lui faire observer, dans un pays où la démocratie est exemplaire, la prestation de serment du président élu, c'est une grande fête populaire, où tout le peuple doit se sentir concerné. Bon, je vais retirer le mot peuple, où tout le peuple se sentir concerné. Mais on a l'impression que la prestation de serment qui aura lieu dans 2 jours va se faire dans une ambiance, comment dirais-je, qui ne concerne pas beaucoup de Camerounais. Beaucoup de Camerounais ne se reconnaissent pas dans cette situation. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, avec beaucoup d'insistance, que la principale gangrène dont souffre l'élection du président Biya cette fois-ci, c'est son déficit de légitimité populaire. On a l'impression qu'une bonne frange de la population n'est pas contente de la situation et aujourd'hui, elle se prépare à manifester. C'est ça qui justifie une réaction qui est, de mon point de vue, normale pour un pouvoir qui a peur d'une situation. Aujourd'hui, le pouvoir a peur que ce peuple, cette partie du peuple, si vous voulez l'expression, qui n'est pas certainement content de la situation, va peut-être
manifester pour gâcher la fête de la prestation du serment. C'est normal que ce gouvernement prenne des dispositions pour prévenir ce genre de dérapage. Et après vous, Simon-Serge Kaka, j'aimerais avoir la réaction de Maître Lavoisier Sapi qui nous a rejoint sur ce plateau concernant le climat social et politique au Cameroun, de la prestation de serment de Paul Biya pour un 7e mandat présidentiel. Maître Lavoisier Sapi, bonjour. Bonjour Cédric. Je rappelle que vous êtes cadre militant du SDF. Alors comment appréciez-vous cette ambiance sociale, cette ambiance, ce climat politique au Cameroun à quelques heures de cette investiture du chef de l'État du Cameroun? C'est un climat qui est jugé incertain par le régime. Parce qu'il n'y a pas que Yaoundé. Les véhicules à canon à eau depuis quelques jours sillonnent la ville de Bafoussam. Et ça fait de longues années qu'on n'a pas vu ce genre de véhicule. Il y a de quoi dissuader tous ceux qui seraient tentés de manifester leur mécontentement à l'occasion de la prestation de serment du chef de l'État. Il faut se demander, se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ce déploiement militaire ne vient que maintenant. Pourquoi on ne l'a pas vu avant? Donc je pense que le pouvoir est conscient. M. Biya est conscient de ce qu'il n'a pas été élu par le peuple camerounais. Il a perdu l'élection présidentielle. Nonobstant les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, nous tenons à le réaffirmer, le président Paul Biya n'a pas été élu par le peuple. C'est une victoire qui est usurpée. C'est une victoire qui est appuyée sur la tricherie. Et je pense que, comme le dit mon distingué confrère, quand on est conscient qu'on a gagné une élection à la régulière, on ne devrait pas sortir les armes le jour de la prestation de serment. On devrait plutôt s'attendre à ce que, dans toutes les régions du pays, dans toutes les villes, qu'il y ait des festins. D'autant plus que cette prestation de serment est couplée, par l'anniversaire de la session du président Paul Biya au pouvoir. Si vous prenez les régions du sud-ouest et du nord-ouest, mon confrère Maître Achou ne va pas nous dire que dans ces régions-là, on va fêter. Puisque c'est deux régions qui sont en guerre, et que le pouvoir ne veut pas arrêter. Comment est-ce que ces deux régions qui sont en guerre vont fêter la prestation du chef de l'État, alors qu'il y a l'état d'urgence, il y a le couvre-feu, etc. Dans le sud-ouest et le nord-ouest, plus personne ne peut librement vaquer à ses occupations. Je dis que c'est un climat qui est vraiment morose. Et je crois que c'est d'autant plus justifié que dans les 8 autres régions, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la guerre là-bas qu'il y a forcément que la situation sociale est bien. Non. 80% des Camerounais sont mécontents de la manière dont notre pays est géré. Et je pense que ce mécontentement, on le ressent au jour le jour. Le pouvoir en est conscient et malheureusement, la force n'est pas la solution. À votre suite, Maître Sapi, maintenant je voudrais que vous réagissiez à ces critiques qui sont formulées à l'encontre du pouvoir de Yaoundé qui, selon les premiers intervenants sur ce plateau, estiment qu'il n'y a pas assez de légitimité sur la victoire du président de la République déclaré vainqueur de cette élection présidentielle avec 71% des suffrages exprimés en sa faveur. Maître Julius Achou. Oui, premièrement, je comprends le mécontentement des perdants. Parce que quand je dis perdants, c'est parce que lorsqu'on regarde le Cameroun comme un pays en entier, premièrement, le SDF a des sénateurs dans le nord-ouest. Pourquoi ces sénateurs ne peuvent pas aller négocier, n'est-ce pas, avec les gens qui sont en brousse, avec les armes? Vous voulez que Paul Biya seul le fasse? Est-ce que c'est normal? Vous-même, nous sommes tous Camerounais. On doit, tout le monde, essayer, n'est-ce pas, de construire l'édifice qui s'appelle Cameroun. On ne laisse pas ça à une seule personne. SDF a des représentants du peuple dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faut que, n'est-ce pas, ces représentants puissent faire aussi le travail. N'est-ce pas, pour apaiser, pour aller au travail d'apaisement, pour faire sortir les gens qui sont en brousse. Que dans 3 villes qui a eu un peu de mouvement, donc Bafoussam, Douala et Yaoundé, est-ce qu'il n'y a que 3 villes au Cameroun? Nous avons plus de 50 villes qu'on peut compter au Cameroun. Pourquoi ils ne peuvent pas aller manifester à Yagua ou à Garoua? On choisit Douala, Yaoundé et Bafoussam. C'est parce que, n'est-ce pas, peut-être ils ont un peu de soutien là-bas et ils pensent que ces 3 villes représentent tout le Cameroun. C'est pas vrai, c'est faux.
on vous a parlé de l'expérience en matière politique. Pour n'est-ce pas, gagner une élection présidentielle, vous devez occuper le terrain. Lorsque vous n'êtes pas représenté partout, vous ne pouvez pas gagner. Parce qu'on ne vous connaît pas là-bas. C'est ça le problème. C'est la télévision et la radio, n'est-ce pas, qui fait parler de certains partis politiques. Or, le travail des partis politiques est sur le terrain. Quand ils ne comprennent pas ça, et ils sont là seulement toujours pour critiquer, qui est d'ailleurs normal de critiquer. Mais je dis qu'on va toujours considérer ça comme le mécontentement, n'est-ce pas, des paysans. Vous savez, au Cameroun, j'ai remarqué une chose. Lorsque quelqu'un pense, n'est-ce pas, que son idée est le meilleur, il ne croit pas. Il ne s'arrête même pas de regarder qu'est-ce que pense l'autre parti. Ils se disent que ce n'est que moi ou rien. C'est pas comme ça qu'on fait dans un pays. Il faut savoir, n'est-ce pas, mesurer. Mais ces choses sur le poids pour mesurer. C'est comme dans la justice. Il y a des moments où la justice c'est comme ça. Et il y a des moments où ça change et ça se balance. Et c'est comme ça un pays doit être. S'il y a des élections, vous n'avez pas gagné. Vous estimez, n'est-ce pas, que on a volé. Au lieu, n'est-ce pas, de semer le désordre. Parce qu'on ne pas mentir, la manifestation publique est légale. Donc, c'est là qu'il y a un régime, il y a une façon de le faire. Au lieu de suivre ces légalités pour manifester, vous ne voulez pas. Vous voulez que ça soit automatique. Ok. Mais les autorités administratives ont interdit toute manifestation durant cette période qui couvre la prestation de serment du chef de l'État à la magistrature suprême, notamment dans les principales villes du Cameroun. Il faut noter que lorsque un président veut prêter serment, il y a des autres qui viennent de l'extérieur. Il y a des diplomates qui vont sortir, n'est-ce pas, de leur ambassade. Il faut des mesures de sécurité, n'est-ce pas, pour assurer que rien ne se passe n'importe comment dans le pays. C'est tout à fait normal. Bon, et en même temps, c'est une occasion, n'est-ce pas, pour que le Cameroun montre sa puissance. Parce que lorsqu'un président prête serment, cela veut dire qu'il y a eu le jeu démocratique qui est passé, malgré, n'est-ce pas, le mécontentement. Mais le pays doit marcher, il doit toujours aller en avant, c'est tout. Alors que cette vague de contestation s'élève contre la victoire de Paul Biya, les félicitations d'Emmanuel Macron font la une de Cameroun Tribune, une correspondance qui a suscité une polémique sur son authenticité. Edmond Kandia, le gouvernement a brandi cette correspondance d'Emmanuel Macron comme une victoire, une reconnaissance de la réélection de Paul Biya, mais une polémique a vite entouré cette correspondance. Effectivement, il faut dire qu'il y a eu une polémique et même une controverse qui est née de la publication de cette correspondance qui était censée être confidentielle. Et en matière de diplomatie, il y a plusieurs types de correspondances. Il y a des correspondances qui sont privées, il y a des correspondances qui sont destinées à être rendues publiques et qui, au terme des relations entre les interlocuteurs, dans le cas d'espèce, c'est entre des chefs d'État, quand ça doit être rendu public, c'est expressément dit, de manière implicite ou explicite. Mais quand c'est destiné à être confidentiel, celui qui reçoit le message doit savoir que c'est confidentiel et ne devrait pas le rendre public. La polémique est née parce que justement, il n'y a pas de débat sur l'authentification de la signature. C'est bien la signature de M. Emmanuel Macron. Sauf que ce n'est pas une signature qu'il a l'habitude d'utiliser pour des correspondances destinées à être rendues publiques. C'est la raison pour laquelle on se rend compte aujourd'hui que le fait pour les médias d'État, ou en tout cas pour la présidence, d'avoir tenu à ce que ce soit rendu public dans le contexte actuel, on peut le comprendre. Parce que visiblement, le candidat qui a été proclamé, élu par le Conseil constitutionnel, a le souci d'être reconnu par la communauté internationale comme étant celui qui a remporté les élections. Et la voix des chefs d'État, notamment des chefs d'État des pays membres du Conseil de sécurité, notamment ceux qui ont le veto de ces 5 pays-là, est importante. C'est pour cela qu'on a vu la médiatisation à outrance dans les médias d'État. La CRTV, la Cameroun Tribune, et ça a même été exploité à dessein dans des dossiers pour montrer que, en fait, le débat serait clos. Le débat de la crise post-électorale serait clos à partir du moment où un pays comme la France aurait félicité le chef de l'État camerounais. Oui, il a félicité, mais c'était un message confidentiel qui n'était pas destiné à rendu public. Rappelez-vous, toujours par rapport à la France, dans les relations entre la France et le Cameroun, cela avait démarré par une correspondance du Quai d'Orsay. Je tiens à le préciser, parce qu'il y a d'abord eu une première correspondance du Quai d'Orsay qui s'adressait à Paul Biya. Et dans cette correspondance, il y avait un souci majeur qui a été relayé
qui a été réitérée par les autres puissances occidentales lorsqu'elles se sont adressées au chef de l'État camerounais, c'est-à-dire la nécessité absolue de régler la crise anglophone. Parce que même dans la dernière correspondance, il revient là-dessus. Donc, en général, pour chuter sur cette question précise, quand l'Élysée veut se prononcer sur l'élection présidentielle pour féliciter un chef d'État, notamment en Afrique, ce n'est pas le Quai d'Orsay qui réagit en première position. Ce n'est pas une lettre confidentielle qui est envoyée. C'est l'Élysée qui réagit directement à travers la personne du chef de l'État français. Donc les choses se sont passées d'une manière à entretenir effectivement la polémique. Et le fait d'avoir rendu public ce message qui n'était pas destiné à rendre public a renforcé cette polémique sur la légitimité même, pas du courrier, mais du destinataire du message qui a rendu public le message. Des félicitations d'Emmanuel Macron à Paul Biya, maître Simon-Serge Kakac. Félicitations faites en catimini, correspondance privée, confidentielle, destinée à un chef de l'État. Et finalement, à la une des journaux à capitaux publics au Cameroun, c'est une victoire pour le parti au pouvoir, pour le président Paul Biya. Vous évoquiez déjà tout à l'heure cette légitimité venant de la communauté internationale qui adoube Paul Biya. Oui, en fait, ce que je voulais faire observer pour rebondir à ce que disait tout à l'heure mon cas, c'est que de mon point de vue, la reconnaissance internationale, la victoire de Paul Biya ne fait l'homme d'aucun doute. Moi, je pense que si la France n'avait pas voulu reconnaître cette victoire, il aurait fait expressément. Vous savez, il y a 2 ans, lorsque le problème de l'élection gabonaise s'est posé, je me souviens que le Quai d'Orsay avait pris une position qui avait été par la suite désapprouvée par l'Élysée. Donc ça veut dire que, en fait, clairement, parce que vous vous souvenez au Gabon, le Quai d'Orsay avait semblé reconnaître la victoire de Jean-Pierre. Au lendemain même de l'élection, mais quelques temps après, l'Élysée a battu en retraite en disant que non, il pense que pour la normalisation, pour les relations sereines entre le Gabon et la France, il pense que la sortie du Quai d'Orsay était un peu prématurée. C'est pour dire ceci, c'est pour dire que si Emmanuel Macron n'était pas d'accord avec la première lettre adressée par le Quai d'Orsay, il l'aurait fait expressément. Maintenant, qu'il l'a fait de manière confidentielle. Bon, quelle est la portée de cette correspondance confidentielle? Je ne suis pas diplomate pour apprécier la portée confidentielle d'un document, mais je crois savoir que s'il a eu à le dire à son homologue, ça veut dire qu'il avait reconnu sa victoire. Donc, pour moi, le débat aujourd'hui, de mon point de vue, ne doit plus se situer au niveau du déficit de la légitimité internationale du président Biya. Non. Le problème du président Biya, je le répète ici, de mon point de vue, se pose au niveau de la légitimité populaire. Je continue à dire que c'est au niveau du Cameroun qu'il y a des problèmes. Au niveau international, vous savez, les relations entre les États, c'est un secret polichinelle, c'est une affaire d'intérêt. Je pense que si Macron avait voulu méconnaître cette victoire du président Biya, il aurait fait expressément, il aurait dit clairement qu'il pense que le président Biya n'a pas été élu. Mais s'il l'a fait, même de manière confidentielle, ça veut dire qu'il reconnaît cette victoire. Donc pour nous les Camerounais, ce n'est plus ça qui doit nous préoccuper aujourd'hui. Et je vais chuter en disant que, de mon point de vue, lorsque au niveau de le continue, j'allais dire, à entretenir ce débat, je pense que c'est un débat inutile. Ce qui est important pour l'opposition aujourd'hui, c'est de s'asseoir, faire le bilan de ce qui s'est passé et de s'organiser de manière un peu plus efficace pour les échéances à venir. C'est ce que je voulais dire pour chuter. La correspondance d'Emmanuel Macron qui suscite la controverse, maître Julius Achou, ça a fait la une des Cameroun Tribune. Macron qui félicite Paul Biya, également un autre pays, membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils sont nombreux, notamment les puissances industrielles qui ont pris acte de cette victoire à l'élection présidentielle. Mais au Cameroun, c'est un vent de critiques qui continue de souffler sur le palais d'Etoudi. Non, je pense sur le plan diplomatique, comme M. Kamga et mon confrère viennent de le dire, c'est tout à fait normal que les puissances extérieures, n'est-ce pas, doivent féliciter un président, n'est-ce pas, qui est élu. C'est le peuple, c'est son peuple qui détermine qui est président. C'est les Camerounais qui doivent déterminer qui est président de ce pays. Et les Camerounais ont dit, n'est-ce pas, les mots. Et le Camerounais aime toujours critiquer. Je ne comprends pas comment vous pouvez dire que
un président, n'est-ce pas, qui gère 9/10 du Sénat, 9/10 de l'Assemblée nationale et 9/10 des conseils des municipalités au Cameroun, il n'est pas populaire. Moi, je ne comprends pas. Et ce qui est blesse, le fait que c'est les gens qui n'ont jamais gagné les élections quelque part dans le Cameroun qui osent le dire. C'est pour ça que quand je vous ai dit que lorsque vous voulez parler, n'est-ce pas, de ce pays, ne regarde pas seulement ce que vous êtes capable de faire. Regarde ce que l'autre a déjà fait. Le RDPC gère le pays à partir du Sénat jusqu'au quartier, donc jusqu'aux municipalités. Comment vous dites que le RDPC n'est pas populaire? Comment vous dites que le président Biya n'est pas populaire? Vous êtes en train de dire ça sur quelle base? Nous avons des bases solides pour démontrer que le peuple camerounais ont choisi leur président et c'est le président Biya. N'en déplaise. C'est la démocratie. C'est la tyrannie de la majorité, si vous voulez. Considérez ça comme ça. Mais vous savez, lorsqu'on présente la lettre du président Macron, c'est pour démontrer que le Cameroun est un pays indépendant. De telle sorte que le sort du Cameroun n'est pas déterminé de l'extérieur. C'est les Camerounais qui doivent déterminer leur futur, la façon à laquelle on doit gérer leur pays. C'est les Camerounais. Macron a fait ce qu'il a fait, c'est tout à fait normal. Et lorsqu'on publie, je remarque une chose également au Cameroun. Lorsqu'on dit boycott les produits français, tout le monde est content. Certaines personnes sont contentes. Mais en tournant le dos, on constate qu'il n'y a plus de Camerounais en France qu'ailleurs. Pourquoi? Les Camerounais aiment toujours demander quelque chose de son contraire. Il faut qu'on commence, n'est-ce pas, à regarder et à balancer les choses avant de réagir. Et lorsqu'on ne balance pas les choses, on regarde l'autre, tous les côtés, nous n'allons jamais trouver, n'est-ce pas, le problème camerounais. Et au-delà de ces félicitations, le président Macron a dit, je cite, « Je sais les défis auxquels notre pays est confronté. Je forme le vœu que le renouvellement dans la continuité que vous saurez engager pour répondre aux aspirations de la jeunesse du Cameroun. » Maître Lavoisier s'appuie. Macron attaque là, dans sa correspondance, un problème crucial qui concerne la jeunesse camerounaise et la gouvernance du Cameroun. Oui, absolument. Je crois que déjà les félicitations du président français ont mis un certain temps pour être publiées. Il a mis un certain temps pour féliciter le président de la République. Je crois que si le gouvernement français n'a pas réagi promptement après la proclamation des résultats, c'est que le gouvernement français était un peu embarrassé par cette victoire qui est appuyée sur la tricherie. Et autre chose, on nous a toujours fait croire que si quelqu'un veut gouverner le Cameroun, il faut l'accord préalable de la France. Si les Français ne sont pas avec vous, vous ne pouvez pas gouverner. Je crois que le gouvernement de M. Biya, en publiant cette lettre, veut faire asseoir davantage cette idée dans la tête des Camerounais pour dire, vous voyez, les Français m'ont félicité, ça veut dire que je suis un chef de l'État légitime. C'est pas ça, c'est pas la France qui donne la légitimité à un élu au Cameroun, c'est le peuple. Donc quand on publie cette lettre, c'est parce qu'on sait que le peuple n'est pas derrière celui qui se dit élu. Et alors on proclame ça pour dire, même si vous n'êtes pas content, les Français sont contents, donc je peux gouverner. Mais comme vous le relevez, il n'y a pas que les problèmes de la jeunesse. Nous sommes globalement dans un système où le pays est mal géré, mal gouverné. Vous n'avez qu'à voir la précipitation avec laquelle on est en train de badigeonner les projets de la CAN. Alors qu'on avait on a eu cette CAN depuis 2014, on n'a rien fait, il fallait attendre 2017 pour commencer dans la précipitation à faire les travaux. Donc on est mal géré. La jeunesse en paye le prix fort parce que cette jeunesse est aujourd'hui à plus de 60% dans le chômage. Après les études universitaires, etc., machin, la jeunesse est dans la débrouillardise, dans l'informel, etc. C'est autant de mécontents. Et on l'a vu pendant la campagne électorale. On a vu le déploiement des jeunes derrière les candidats de l'opposition. Derrière tous les candidats de l'opposition qui se sont présentés, on a vu la forte mobilisation des jeunes. Et beaucoup de ces jeunes, malheureusement, n'étaient pas inscrits sur les listes électorales. Beaucoup ont regretté parce que le moment était venu de tourner la page de la gouvernance de M. Biya qui n'a que trop duré et qui n'a que fait trop souffrir cette jeunesse. Donc je pense que le message du président Macron, il est le bienvenu, mais sera-t-il entendu? C'est ça la question fondamentale. Est-ce que ce message sera entendu? J'en doute fort.
Qu'est-ce que M. Biya peut faire aujourd'hui pour la jeunesse? Pendant la campagne électorale, une chose vous a marqué, le président Paul Biya n'a présenté aucun programme. Pendant la campagne, il n'y avait pas de programme. Il est allé à Maroua, il a fait un discours de 5 minutes. 5 minutes, il n'a rien dit par rapport à la jeunesse. Qu'est-ce qu'il entend faire de cette jeunesse? Il n'a rien dit. Et c'était l'unique sortie qu'il a faite. Le premier ministre, Philemon Yang, était à Bamenda. Vous le savez, il est resté 2 semaines cloîtré à Ayaba Hotel. Il n'est pas sorti de la ville de Bamenda. Il n'a pas fait campagne à cause de la situation sécuritaire là-bas. Quel message donc vous avez pour la jeunesse camerounaise? Le RDPC n'en a pas. Et je pense que le message du président Macron risque une fois de plus de tomber dans les oreilles des sourds et on va retomber dans la malgouvernance, etc. Les Camerounais sont bien partis pour souffrir encore 7 années. 7 années, c'est beaucoup. Et alors, où est-ce que... Maître Julius Achou, cette nouvelle année de souffrance, selon les propos de Maître Lavoisier-Sapi, qui n'a pas perçu dans la campagne électorale du candidat du RDPC des orientations, des engagements, des politiques destinées à la jeunesse. Pourtant, Macron insiste comme premier point d'ancrage des défis qui attendent le chef de l'État du Cameroun. Premièrement, M. Macron, n'est-ce pas, n'est pas le président de la République du Cameroun. Ce n'est pas lui qui décide ce qu'il faut faire. Il est normal, il peut émettre un avis. On va prendre ça en considération le moment venu. Si, en vérité, n'est-ce pas, la jeunesse n'est pas prise en considération dans le système. Or, je pense au contraire. Parce que, comment pouvez-vous imaginer un parti politique comme le SDF avait des conseillers, avait assez, n'est-ce pas, des députés pour même faire un groupe parlementaire. Mais subitement, ils ont tout perdu à cause de quoi? Parce que la gestion, n'est-ce pas, de la chose politique dans les localités était impossible. Ils ne savaient pas. C'est-à-dire qu'ils ont raté dans cette gestion. Et à cause de ça, la population a décidé, n'est-ce pas, de voter contre eux et donner tout au RDPC. Parce qu'on dit, mais c'est mieux qu'on donne aux gens qui font mieux que les autres. C'est pour ça que je dis, moi je ne comprends pas les Camerounais. Il faut constater sur le plan politique. Le RDPC gère 9/10, n'est-ce pas, des systèmes politiques au Cameroun. Comment vous dites que l'autre président n'est pas populaire? Comment il obtient ces 9/10? Comment il les obtient? C'est comme ça que vous parlez au SDF. Comment je il vais les laisser obtient? parler. Je vous en prie. S'il vous plaît, laisse-moi terminer. Allez-y. Laisse-moi terminer. On ne caresse pas les gens, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit de la politique. Tout le monde, n'est-ce pas, se bat sur le terrain pour gagner. Et lorsqu'on a gagné, il faut que l'adversaire qui a perdu a, n'est-ce pas, la gentillesse de dire, oh, et devient gentiment, dire, bon, je reconnais que vous m'avez battu. Dans tous les cas, je me prépare parce que les élections dans un pays ne se font pas dans un jour. Et ça ne doit pas s'arrêter à ces élections qui viennent de passer. Il y aura d'autres élections. Et jusqu'au moment où le Cameroun va s'éteindre comme un pays. Mais lorsque vous ratez une élection, dans un premier temps, au lieu de commencer, n'est-ce pas, à crier comme un enfant qui a vu sa nourriture, n'est-ce pas, vexée par terre, vous commencez à se préparer les autres échéances. Et ça, c'est progressiste. Mais lorsque vous regardez seulement le derrière, vous n'allez jamais aller devant. Je pense qu'il est temps que les Camerounais regardent ce que RDPC fait copier en matière politique et essayer d'appliquer, ça va marcher. Une bombe sociale qui attend le président de la République qui va prêter serment. C'est en ces termes que s'est exprimé le journal Mutation cette semaine, Maître Simon-Serge Kaka, et Macron lui aussi l'a souligné. La jeunesse camerounaise répond à ses aspirations à travers un renouvellement. Le journal Info Matin, lui, pense qu'on invite, Paul Biya a été invité à rajeunir la classe politique dirigeante. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, avant de répondre à cette question, je vais d'abord faire observer quelque chose à la suite de mes estimés copanélistes sur la question. Vous savez, le problème de fond aujourd'hui, lorsque vous avez vu comment la campagne électorale s'est déroulée, tout le monde a vu que plus de 70% de la jeunesse camerounaise aspirait au changement. Vous avez vu que tout le monde soutenait les principaux candidats de l'opposition. Vous avez vu les jeunes derrière le jeune Cabral Libi, vous avez vu des jeunes Camerounais derrière Maurice Kamto, vous avez vu les jeunes Camerounais derrière Maître Kiremouna, vous avez vu les jeunes Camerounais derrière Matomba, Serge Matomba. Ce qui veut dire que la jeunesse camerounaise, pour l'essentiel, aspirait à un changement.
Mais lorsque nous faisons le décryptage des résultats tels que publiés par le Conseil constitutionnel, le sentiment général qui se dégage, c'est que la jeunesse n'a pas été entendue. Et cette jeunesse aujourd'hui, ça je peux vous le dire sans risque de me tromper, cette jeunesse se sent totalement déboussolée, totalement déçue, totalement découragée. Ça, il faut le dire. Maintenant qu'on essaie de suggérer, parce que effectivement ce que le président Macron essaie de faire là, c'est de suggérer au président Biya de penser à cette jeunesse. Mais est-ce que lorsque vous connaissez l'homme qu'on appelle le président Paul Biya depuis 36 ans, est-ce qu'il est prédisposé à permettre à la jeunesse de s'exprimer? J'en doute très fort. Pour quelle raison? Non, parce que, écoutez, M. Sédhic Moufele, ça fait quand même 36 ans que le président Biya occupe les hautes fonctions présidentielles. C'est lui qui est le président depuis 36 ans. Lorsque vous regardez son gouvernement, je pense que le plus jeune ministre du Cameroun a 50 ans. Dans tous les pays aujourd'hui, ça, vous pouvez faire le tour. Même ici chez nous en Afrique, vous allez voir qu'il y a des gouvernements. Quand vous allez dans un pays comme la Côte d'Ivoire, plus de la moitié des membres du gouvernement ont moins de 40 ans. Vous comprenez? Ici chez nous, le plus jeune ministre a 50 ans. On vous le présente comme un jeune. Aujourd'hui, vous avez vu des jeunes candidats à l'élection présidentielle qui ont moins de 40 ans. Est-ce qu'il y a un ministre dans ce pays qui a moins de 40 ans? Est-ce qu'il y a un directeur général dans ce pays qui a moins de 40 ans? Je dis non. Est-ce que, tel que le président Biya fonctionne, tel qu'il montre les signes depuis 36 ans, est-ce qu'il est prédisposé à permettre aux jeunes Camerounais d'occuper les hautes fonctions? J'en doute. Moi, je vais chuter en disant ceci, que pour moi, les clés du changement dans ce pays, ça c'est mon point de vue, ne se trouvent pas entre les mains du président Biya. Les clés du changement se trouvent bel et bien entre les mains des acteurs politiques de l'opposition. Maintenant, je profite de cette tribune pour rassurer d'abord la jeunesse, pour savoir que les acteurs politiques de l'opposition sont prédisposés à servir la jeunesse. Et j'invite maintenant ces acteurs politiques de l'opposition à trouver le meilleur stratagème possible pour rassurer cette jeunesse, question de trouver la meilleure formule pour les échéances à venir. Parce que moi, personnellement, je pense que le vrai changement dans ce pays doit commencer par le contrôle des collectivités territoriales décentralisées. Et c'est ça l'enjeu des prochaines élections municipales. Avant d'y arriver, Edmond Kanga, sur les suggestions faites par Emmanuel Macron, la teneur de ses propos, les expressions qu'il utilise, il forme le vœu que le renouvellement dans la continuité que Paul Biya doit engager pour répondre aux aspirations de la jeunesse du Cameroun. Quelle est votre analyse de cette sortie du président français qui s'adresse à Paul Biya? Effectivement, c'est un message fort. Et au premier degré, il faut y voir la participation forte, non seulement de la jeunesse au niveau des candidatures à l'élection présidentielle, mais également des jeunes. Lors des meetings des partis de l'opposition, on a vu que la plupart des meetings étaient pleins de jeunes qu'on ne voyait plus depuis un certain nombre d'années aux élections présidentielles et même dans d'autres élections. Il y avait eu une désaffection générale et généralisée des Camerounais vis-à-vis des élections, mais des jeunes en particulier. On sait que les jeunes sont plus de 60% de la population camerounaise, et notamment des jeunes en âge de voter. On a vu des jeunes, même ceux qui n'étaient pas en âge de voter, aller dans les meetings. Vous savez, l'âge électoral au Cameroun, c'est 20 ans. C'est regrettable parce que la société civile et même les partis politiques de l'opposition ont estimé qu'il n'est pas normal que le jeune soit pénalement responsable à 18 ans, mais qu'il ne soit pas capable, en capacité de voter à partir de 18 ans. Donc on a vu, j'ai vu personnellement des jeunes de moins de 20 ans, de moins de 18 ans même, aller régulièrement dans les meetings des candidats à l'élection présidentielle. Et quand ils revenaient à la maison, et j'en ai discuté avec certains, mais j'ai senti un éveil de conscience politique dans le comportement et même dans la discussion que j'ai eue avec beaucoup de jeunes. Il me semble que quand le président Macron parle de tenir compte de la jeunesse camerounaise, je pense que c'est par rapport à cet engouement qu'il a certainement perçu à travers les rapports qu'il a reçus sur le plan diplomatique. Il y a une jeunesse forte au Cameroun qui veut s'impliquer dans la politique et même dans les affaires publiques. Il ne faudrait pas que cette jeunesse soit découragée. Et quand cela vient, quand ce message vient d'un jeune qui a accédé au pouvoir en France à 39 ans, cela signifie que Paul Biya, s'il tient à maintenir, à préserver des bonnes relations avec la France, puisque les relations entre les pays sont basées sur les intérêts, il doit forcément tenir compte de ces jeunes qui veulent jouer leur partition. Ce n'est pas forcément à travers leur accès au gouvernement. Il y a plusieurs façons d'être utile à son pays. Les jeunes peuvent
accéder à des fonctions au niveau, par exemple, parce qu'on a des échéances qui sont importantes. Et je pense que la jeunesse sera plus importante aux législatives et surtout aux municipales. Et quand il interpelle Paul Biya, je pense que c'est un message à peine voilé pour lui dire, voilà, nous avons constaté que le code électoral, il est mauvais au Cameroun. Les audiences publiques au Conseil constitutionnel ont démontré à suffisance qu'il y a plusieurs dispositions qui méritent d'être revues. Il y a des dispositions qui méritent d'être reprécisées. Il est fondamental que le gouvernement prenne en considération les propositions qui ont été faites pendant de nombreuses années par la société civile, notamment par les organisations de la société civile et même par les partis de l'opposition, qui ont longtemps demandé qu'il y ait un scrutin à 2 tours à l'élection présidentielle, qui ont longtemps demandé qu'il y ait un bulletin unique, qui ont longtemps demandé qu'il y ait le vote à 18 ans pour les jeunes, qui ont longtemps demandé une biométrie intégrale. Ça, c'est pour citer quelques-unes des doléances qui ont été faites. Parce que si il y a ces modifications majeures au niveau du code électoral, rassurez-vous, les jeunes vont s'impliquer davantage et on va les voir présents là où il faut décider avec la légitimité populaire. Dans ce contexte social et politique tendu, Maître Lavoisier-Sapi, pensez-vous que le président de la République, qui doit prêter serment dans les tout prochains jours, peut accéder justement à ces doléances afin de faire retomber la pression de la communauté internationale et nationale également? Je ne le pense pas. Parce que le chef de l'État, voyez-vous, prenons l'exemple de la crise anglophone qui dure depuis 2016 et pour laquelle le chef de l'État, qui est garant de la paix et de la stabilité dans notre pays, n'a jusqu'à présent apporté aucune solution. Ce n'est pas le problème des jeunes qu'il va régler. Et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, dans son message de campagne, il n'a fait voir aucune stratégie d'intégrer les jeunes dans la gouvernance. Et le président de la République est entouré de gens extrêmement âgés. C'est un clan, c'est une classe d'âge qui s'associe pour brimer les jeunes, pour ne pas leur permettre d'accéder à la gouvernance. Parce que regardez le président du Sénat, regardez quel âge il a. Il était à la retraite. M. Niad jouissait de sa retraite paisible chez lui. Regardez Kavaï Yégué, il a quel âge? Pourquoi est-ce que depuis 26 ans, Kavaï Yégué est maintenu au perchoir? Regardez les membres du Conseil constitutionnel qui viennent d'être nommés. Regardez la moyenne d'âge des membres du Conseil constitutionnel. Il n'y a aucun jeune là-dedans. Donc, tous ces exemples-là pour vous dire que le président de la République n'a aucun souci d'intégrer les jeunes dans sa gouvernance. Et il est pratiquement à la fin de carrière, comme on dit. Parce que, vu son âge, il me semble difficile de croire qu'après ce mandat, il puisse encore avoir la force de solliciter un autre mandat. Quand vous avez autour de vous que des vieux qui vous donnent des conseils, ces vieux-là ne vous donneront jamais des conseils d'intégrer la jeunesse, parce que la jeunesse viendra prendre leur place. Et il me semble que le président de la République n'a aucune envie. Et c'est extrêmement grave, parce que quand on a vu l'engouement de ces jeunes dans la campagne électorale, cet engouement se justifie par les souffrances quotidiennes que ces jeunes-là endurent. Quand vous avez un gars qui a un master, qui est sorti de l'université, il a un master ou un master 2 et qui s'en va conduire la moto, ce n'est pas un jeune qui est content, c'est un jeune qui est mécontent au jour le jour, parce que sa place n'est pas d'être Ben Skinner avec un si grand diplôme universitaire. Quand vous avez regardé les résultats du dernier concours de l'ENAM, si vous n'êtes pas fils de quelqu'un qui travaille à la présidence de la République, si votre papa n'est pas haut placé au Sénat ou à l'Assemblée nationale, vous n'accédez pas à l'ENAM. Mais quand des jeunes voient ça, et voient leur avenir boucher, quand ils voient qu'il n'y a aucune ouverture, justement, ils vont constituer une bombe à retardement. L'avenir des jeunes dépend de l'organisation efficace de l'opposition pour renverser ce régime. Et je pense qu'il n'y a que le départ de Paul Biya pour donner une lumière à notre jeunesse. Vous estimez qu'il y a un manque de volonté politique de la part du chef de l'État du Cameroun pour intégrer les jeunes dans la gouvernance jusqu'au sommet de l'État? Maître Julius Achou, est-ce que vous avez la même perception de la gestion des choses publiques? Oui, je pense au contraire. Les autres, mes deux confrères de l'autre côté pensent que le RDPC n'a pas de jeunesse, n'a pas de jeunes parmi les rangs.
Mais quel est ce genre d'analyse? Vous pensez que vous avez le monopole, n'est-ce pas, d'avoir les jeunes? Il y en a plusieurs jeunes, n'est-ce pas, dans le RDPC, et qui croient toujours à l'autre parti. Les jeunes n'occupent pas des responsabilités de premier rang, comme devrait s'attendre le fait qu'ils représentent plus de 70% de la population camerounaise. Certains ont le sentiment de ne pas occuper des hautes fonctions, pourtant ils ont les compétences nécessaires, et plusieurs fois il y a eu des promesses électorales, notamment faites par le chef de l'État, et très peu ont été concrétisées. Est-ce que vous avez fait, n'est-ce pas, un contrôle pour savoir combien de jeunes qui ont pris le poste de responsabilité au Cameroun? Il faut vérifier, vous allez voir, il y a beaucoup de jeunes. Mais vous savez, l'État ne peut pas tout prendre. L'État a pris ce qu'il peut. Nous ne sommes pas là pour chasser les vieux. Si vous voulez chasser, vous ne pouvez pas les tuer. N'est-ce pas, une fois, n'est-ce pas, pour prendre les places. La Malaisie vient d'élire un président qui a 93 ans. Il était ancien homme de l'île, il est président maintenant de la Malaisie, un des pays, n'est-ce pas, très bien développé. Vous ne parlez même pas de ça. Vous avez parlé seulement de billard. Vous savez, lorsqu'un peuple fait son choix, les bons exemples, il faut respecter le choix de ce peuple. Le peuple n'a jamais choisi billard. Ça, c'est selon vous. Oui, ça, c'est que votre avis. Mais il est président de la République depuis. Vous-même, vous avez dit 36 ans. Il a fait comment? Est-ce que c'est la magie? C'est parce que les gens l'ont choisi qu'il soit le président. Et il est là. N'en déplace, je dis toujours. Parce que vous êtes permanemment contestataire. C'est normal, vous êtes dans l'opposition. Je vous comprends. Mais ce n'est pas parce que vous contestez et dites que c'est des choses qui sont vraies. Vous êtes en train de vouloir tromper les gens en faisant croire que c'est les gens qui sortent des meetings, n'est-ce pas, qui démontrent que vous êtes des membres de votre parti. S'il vous plaît, confrère, s'il vous plaît, confrère Lavoisier, vraiment, on ne parle pas comme ça. Lavoisier s'appuie, permettez à Maître Djibril Sachou s'exprimer. Allez-y. Le SDF a eu des meetings, on a vu des milliers de gens sortis. Mais le SG a quoi à montrer au peuple camerounais maintenant? Tout récemment, on a vu des milliers de gens sortis pour soutenir certains candidats, pour écouter ce qu'ils disent. Et c'est ça le militantisme. Ils n'ont pas compris qu'il faut faire le travail sur le terrain. Le RDPC, c'est le seul parti qui, partout au Cameroun, on a des cellules au quartier. Et c'est de façon permanente qu'ils travaillent. Et lorsque vous voulez gagner dans un pays, c'est le travail qu'il faut faire. Le SDF a essayé avec des WAD. Quand même, ils maîtrisent certaines zones. Ça, c'est normal. Mais il y a ceux qui n'ont jamais gagné les élections. Ils pensent que la foule qui vient là pour vous écouter sont vos militants. C'est pas ça la politique. Et sur la question du rajeunissement de la classe dirigeante au Cameroun, il faut d'abord oser. Est-ce que vous êtes favorable justement à cette démarche-là? Vous savez, le jeune doit d'abord oser. C'est ce que j'ai toujours dit. À un moment donné, les jeunes se sont laissés faire. J'étais très content lorsque j'ai vu même qu'à de nos jours, il y a des candidats présidentiels qui sont des jeunes de moins de 40 ans. Les jeunes n'osaient pas. Quand on était jeunes, je suis entré à la politique en 90, j'étais encore très très jeune. Mais j'ai osé, n'est-ce pas, pour aller là où je suis. Parce qu'il faut oser. C'est maintenant que les jeunes commencent à oser. Regarde, la politique dans chaque pays, n'est-ce pas, est toujours pistonnée par les avocats. Vous n'avez pas remarqué que tout récemment que les avocats s'intéressent à la chose politique? Ils étaient où depuis? Je suis content que les avocats maintenant s'intéressent. C'est comme si le Cameroun vient de commencer. Vous avez parlé, n'est-ce pas, de la jeunesse, pour la jeunesse avec Macron. Il faut noter que Macron a senti, n'est-ce pas, combien de jeunes Camerounais quittent leur pays pour aller en France. Et c'est de ça qu'il est plus préoccupé que les jeunes ici au Cameroun. On a constaté que les jeunes au Cameroun aiment aller faire l'esclavagisme en France, faire des petits jobs, au lieu de rester au Cameroun, oser, n'est-ce pas, pour réussir dans leur pays. Et la classe politique française a senti ça. C'est pour ça qu'il se plaint que bon, peut-être c'est parce que les jeunes n'ont pas de place ici. Les jeunes ont des places ici au Cameroun, mais les jeunes n'osent pas. Il faut savoir dire à quelqu'un que ce que vous faites là n'est pas correct. Et s'il vous plaît, prendre votre place. On ne le fait pas. On a seulement critiqué après ici, nous tous nous allons rentrer. Personne parmi nous va comment oser, n'est-ce pas, pour corriger un endroit qu'ils sentent que c'est mal et mauvais. Par exemple, je dis demande souvent à tous les co-panélistes, vous n'avez pas un frère qui est policier ou bien un fonctionnaire qui construit une maison, qui construit des appartements. Est-ce que vous avez osé un jour lui demander que vous avez trouvé cet argent? Lorsqu'ils font des réceptions partout, venez manger et boire. Est-ce que vous avez osé lui demander que
Comment vous pouvez avoir, vous pensez que vous gagnez peut-être 2 ou 300 000 francs? Comment vous avez trouvé l'argent pour faire ce genre de fête? Est-ce que vous avez fait? Est-ce que ça, ce n'est pas le rôle, justement, des pouvoirs publics et des organismes en charge de lutter contre la corruption Voilà. et le détournement Donc, ça, public? d'abord, ça commence par nous-mêmes. Il faut oser. C'est ce que je toujours dis. Parce que lorsqu'on corrige une société, ce n'est pas le problème d'un individu, ou bien une classe politique, ou bien des vieux, ou bien des vieux, ou une catégorie de gens qu'on ne peut pas déterminer. Mais c'est un problème de nous tous. Parce que nous tous, nous sommes dans la sauce, comme disait l'autre. Nous tous, nous faisons partie de ces problèmes. Il faut qu'on commence à soi-même à regarder 3 matins. J'ai vu mon cousin là, qui a 4 voitures. Il faut que je lui demande comment il a fait pour avoir 4 voitures. Ça va commencer à marcher dans sa tête. Que je dois faire attention. Si même ma propre famille commence à me critiquer, il y a un problème. Donc il faut que je ose. Parce que si on ne ose pas, on attend que c'est les autres qui vont le faire pour vous. N'est-ce pas? Les autres vont prendre le temps. À votre suite, maître, maître Simon C.H. Kakak, sur le fait que la jeunesse camerounaise n'ose pas assez, selon l'analyse qui vient d'être faite par maître Julius Achou, dans ce contexte social et politique. Que pensez-vous de son analyse? Non, je pense que c'est une analyse totalement erronée. Hein. Vous savez, lorsque vous décryptez de manière téléologique le message d'Emmanuel Macron, ce que le président français a voulu dire au président Biya, c'est que nous avons constaté que votre système que vous avez mis en place ne permet pas aux jeunes de s'exprimer. C'est un système qui abrutit plutôt la jeunesse. Donc, trouver des moyens de permettre à cette jeunesse, j'allais dire, de s'exprimer. Contrairement à ce que dit le confrère Metachou, les jeunes Camerounais osent énormément. Vous avez vu des jeunes oser pendant la dernière présidentielle. Oui, c'est mais ça. le résultat, vous avez osé, parce que moi j'ai vu un jeune qui s'est investi depuis plus de 2 ans à inviter les jeunes compatriotes à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Je peux même vous dire, la main sur le cœur, que beaucoup de jeunes se sont inscrits. Mais lorsque l'organe chargé de publier la liste électorale, qu'est-ce que cet organe vous a donné comme information? On vous a dit que les jeunes ne se sont pas inscrits. Donc c'est pour dire ceci, c'est que le système que vous avez mis en place dans le RDPC ne permet pas aux jeunes de s'exprimer. Donc le président Macron a voulu dire 2 choses au président Biya. Première chose, changer le système, permettez aux jeunes de s'exprimer. Et deuxième chose, faites comme votre prédécesseur. Parce que je profite de cette tribune pour le dire. Le président Biya, nous le disons aujourd'hui avec beaucoup d'emphase, il est au pouvoir, il est président de la République depuis 36 ans. Mais ce que les gens n'ont jamais voulu dire aux Camerounais, c'est que le président Biya est dans la haute administration depuis 56 ans. Depuis 1962. En 1962, le président Biya avait 29 ans d'âge. Il était déjà chargé de mission à la présidence. Et 6 ans après, ça veut dire à 35 ans d'âge, le président Biya était directeur du cabinet civil. Et pratiquement la même année, il est devenu secrétaire général de la présidence. À 35 ans d'âge. Pourquoi il ne peut pas faire pareil? De nommer un jeune de 30 ans, de 35 ans, de 40 ans, secrétaire général de la présidence. Pourquoi depuis des années qu'il est là, il n'a jamais fait confiance à un jeune de moins de 35 ans? Jamais. Donc c'est pour vous dire quoi? Le président Macron qui est un jeune, et que c'est que la vraie situation, vous allez dire, l'avenir d'un pays se trouve entre les mains des jeunes. Lorsque vous écartez les jeunes de la gestion du pays, rien ne peut marcher. C'est ce message que le président Macron a voulu dire. Et contrairement à ce que vous dites, les jeunes Camerounais sont suffisamment outillés et sont prédisposés à assumer des hautes fonctions. Si maintenant le président Biya veut suivre ce discours, il faut que dans son prochain gouvernement, qu'on retrouve des jeunes. Bon, il y a même des jeunes dans son propre camp qui ont, j'allais dire, tous les outils nécessaires pour relever les défis, pour montrer à la face du monde que la jeunesse camerounaise est bel et bien valable. Et je termine en disant aux jeunes Camerounais, ne perdez pas espoir parce que votre moment est arrivé. Le moment des jeunes est arrivé et ça va commencer par les prochaines échéances électorales. Et je profite de cette tribune, c'est par là que je suis. Je profite de cette tribune pour inviter les jeunes Camerounais à reprendre le chemin des inscriptions dès le 2 janvier pour que dès que les municipales sont annoncées, toutes soient des candidats parce que le tout n'est pas. C'est par là que c'est très important. Le problème des jeunes aujourd'hui, il y a des jeunes ici qu'on utilise simplement comme des vulgaires électeurs. Il faut que les jeunes Camerounais
soit déjà dans l'état d'esprit des gens qui peuvent eux-mêmes assumer des responsabilités. Ça veut dire lors des prochains conseils municipaux, on trouve des jeunes sur les listes comme candidats et non comme simples électeurs. C'est pas là que je chute. Autre préoccupation majeure concernant la communauté internationale et l'opinion publique, c'est la situation dans les régions anglophones. Elle ne cesse de s'aggraver. Un cas d'illustration évoqué dans la presse cette semaine, c'est le meurtre, l'attaque perpétrée contre un missionnaire américain près de Bamenda. Edmond Kamga, la nouvelle expression, en a fait grand cas durant cette semaine. C'est la première fois, votre journal a tenu à le souligner, la première fois qu'un expatrié soit tué dans ces affrontements entre des groupes armés et les forces de sécurité. Tout à fait, M. Noufélé. Tu permettras, en 1 minute ou en quelques secondes, je vais dire un mot pour clôturer le chapitre de la jeunesse. Une chose qui m'a beaucoup marqué négativement. Pendant la campagne électorale, j'ai eu à interviewer un membre du gouvernement sur une question relative au secours que le gouvernement avait promis d'apporter à nos sœurs qui sont allées au Koweït, dont une est décédée dans des conditions effroyables. Son corps est revenu récemment. Le gouvernement n'a pris aucune disposition pour ramener nos sœurs qui sont allées au Koweït se chercher. Parce qu'elles estimaient que le Cameroun ne leur offre rien pour s'en sortir. Et on le voit des jeunes partout ainsi, qui se retrouvent dans des situations effroyables. Et je le dis pour le déplorer et pour le condamner. Parce que le gouvernement avait promis de ramener 14 jeunes filles qui se retrouvaient dans une situation d'esclavagisme au Koweït. Le gouvernement n'a rien fait du tout. C'est un groupe d'avocats organisé à travers une ONG, une association, avec le secours d'un des parents de l'une des filles, qui ont réussi à ramener un groupe de filles, une partie des filles, et récemment, c'est une qui est décédée au Koweït. Ce sont des jeunes filles. Et quand on parle des questions de la jeunesse, voilà à quoi sont rivés nos jeunes filles en particulier, qui sont allées là-bas, soi-disant, pour être des ménagères. Mais elles se retrouvent dans un système où elles sont des esclaves sexuels. Ça, il faut le dire pour le déplorer. Parce que c'est un engagement qui a été pris par le gouvernement à travers le ministère des Affaires extérieures, mais rien n'a été fait pour ces jeunes-là. Maintenant, en ce qui concerne la question que vous avez posée, et c'est de l'actualité brûlante de l'heure, le pasteur américain qui a été assassiné, enfin, qui est mort par balle dans l'une des régions anglophones où la crise sévit depuis 2 ans. Et c'est la première fois, justement, qu'on assiste à un événement tragique dans cette zone concernant un expatrié. Et ce n'est pas n'importe quel expatrié. C'est un ressortissant américain. Et selon nos informations, il serait même proche. C'est-à-dire qu'un de ses parents serait dans le Parlement, dans le Congrès américain. Nous n'allons pas le citer. C'est dire que, plus que jamais, la manière dont le gouvernement s'est comporté vis-à-vis des États-Unis risque d'avoir un impact à travers cette situation précise. Et pour quelle raison? Parce que, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, le gouvernement a cru devoir donner des leçons aux États-Unis, notamment à l'ambassadeur des États-Unis, qui ne faisait que des suggestions par rapport à sa gouvernance et par rapport à une façon honorable d'entrer dans l'histoire. Aujourd'hui, les Américains se sont invités dans la crise anglophone, parce qu'un sujet américain est mort de façon tragique. Et rassurez-vous, les Américains vont chercher à faire eux-mêmes leur propre enquête, parce qu'ils auront du mal à accepter les résultats d'enquête qui seront faits par la police camerounaise. Il faut préciser que le ministre de la Défense attribue cette disparition tragique d'un missionnaire américain au groupe séparatiste qui s'apprêtait à mener une attaque contre la zone universitaire près de Bamenda. Et j'aimerais également avoir votre réaction, Maître Lavoisier-Sapi, sur cette crise anglophone qui affecte aujourd'hui les États-Unis d'Amérique à travers l'un de leurs ressortissants décédés sur le théâtre des affrontements armés. Oui, je pense que il faut dire que la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest est une situation dramatique. Dramatique parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a brûlé, si je prends le volet justice,
La prison de Bali avait été incendiée, la prison de Ndok incendiée, la prison de Kumbo incendiée, et des mesures préventives. Tous les prisonniers dans les autres prisons ont été ramenés à Bamenda. Donc dans le nord-ouest aujourd'hui, seule la prison de Bamenda fonctionne. Dans le nord-ouest aujourd'hui, seuls les tribunaux de Bamenda fonctionnent. En dehors de Bamenda, plus aucune juridiction ne fonctionne. D'ailleurs, la plupart des bâtiments là-bas ont été incendiés. À Bamenda, vous savez, il y a un couvre-feu dans tout le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a un couvre-feu qui va de 18h à 6h. Ce couvre-feu a eu pour conséquence que pratiquement 50 à 60% des commerces soient fermés. Les boîtes de nuit ne fonctionnent plus. Les bars fonctionnent à 20-30%. Les autres petits commerces qui pouvaient fonctionner de nuit, ce n'est plus possible que ces commerces-là fonctionnent. Et aux dernières élections, les statistiques du Conseil constitutionnel indiquent que seuls 5% des électeurs inscrits dans le Nord-Ouest ont voté. 5%. Et je précise que les 5% là, c'est les forces armées. C'est les militaires, les gendarmes, les policiers qui ont voté. La population n'a pas voté dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Alors, l'armée est là pour protéger les citoyens. L'armée est là pour protéger les hommes et les biens. Qu'est-ce qui peut justifier que dans ce climat, un missionnaire américain soit assassiné? Et dans un périmètre quasi urbain, avant lui, un enseignant d'université venait d'être tué, le responsable des affaires administratives et financières de l'université de Bamenda. Alors, que fait donc l'armée si ces gens sont tués? Je voudrais bien que le ministre de la Défense se presse de rejeter la responsabilité sur les sécessionnistes. Mais il vous souvient que lorsque on avait publié une vidéo qui montrait des militaires camerounais en train d'assassiner 2 femmes avec leurs enfants, le gouvernement s'était pressé de vous dire ce n'est même pas au Cameroun, c'est au Mali que cela s'est passé. C'est-à-dire que quand l'armée a fait quelque chose, le gouvernement se presse de le couvrir. Est-ce que le ministère de la Défense peut publier l'enquête qui met en cause de manière indiscutable les sécessionnistes dans son meurtre? Ce n'est pas possible. Et vous savez, dans ces 2 régions, les meurtres des civils, c'est au quotidien. Dans le sud-ouest et le nord-ouest. Des jeunes meurent en silence. Aujourd'hui, le ministère de la Défense a pris des dispositions pour que plus aucune vidéo ne soit publiée. Que les gens soient massacrés dans le silence, incognito. Et c'est ce qui est extrêmement dramatique. Moi, je pense que le meurtre l'assassinat pratiquement de ce missionnaire américain vient nous rappeler que c'est une situation qui est préoccupante. Parce que je pense que le gouvernement en fait trop. Le nord-ouest et le sud-ouest sont pratiquement en état de siège. Et Washington, justement, Washington qui a réagi, estimant que c'est un acte barbare qui a été posé à l'encontre de l'un de ses citoyens, Maître Dilius Achou. Vous avez vu cette vague de réaction aux États-Unis avec d'autres sénateurs républicains notamment qui ont commencé davantage à s'intéresser à la gestion de cette crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Oui, je suis vraiment désolé qu'un missionnaire peut être tué chez moi, parce que je sors de la région du nord-ouest, comme ça, et c'est vraiment difficile, n'est-ce pas, de déterminer les circonstances de sa mort. Mais ce que me fait, l'idée ce qui me pousse, n'est-ce pas, pour regarder dans le profondeur de cette affaire, c'est le fait que il faut noter que le désordre qui règne dans la zone anglophone, dite anglophone, vient de Camerounais qui vivent aux États-Unis. C'est ça le drame. La plupart de ces gens, n'est-ce pas, qui financent ces mouvements de sécessionnisme ou restauration et autres, vivent aux États-Unis. Donc ça veut dire, si en fin de compte, les Américains constatent que ce missionnaire a été tué, n'est-ce pas, par des sécessionnistes, ils doivent prendre ces gens qui financent ces mouvements-là en responsable. Ils se trouvent aux États-Unis. Ils ne sont pas très loin. Si c'est l'armée camerounaise, c'est ce que le gouvernement va assumer. Parce que le gouvernement est un gouvernement qui est reconnu. Lorsqu'il y a une situation de crise et de guerre,
lorsqu'il y a n'importe quoi, le gouvernement doit assumer. Parce que normalement, c'est de l'erreur de protéger les citoyens. Il doit assumer, c'est normal. Mais il faut noter que lorsqu'il y a une guerre, il y a toujours ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. Les gens qui n'attendaient pas qu'ils se trouvent, n'est-ce pas, dans des situations bizarres et ils deviennent des victimes, n'est-ce pas, sans demander. C'est normal dans une certaine situation. Mais je me rappelle également que l'ambassadeur américain avait dit aux Américains de ne pas s'aventurer dans ces zones. Et lui est parti faire quoi là-bas? Il sait que c'est une zone qui est, donc, n'est-ce pas, la paix est précaire. La paix, n'est-ce pas, il y a l'instabilité. Il est d'abord parti faire quoi là-bas? Il n'est pas souci de lui-même en disant que non, mon ambassadeur a dit il ne faut pas que j'aille dans cette zone. Pourquoi il est parti? Alors qu'il sait que l'espace est très compliqué. Nous tous, vous tous, SDF, qui a sa base même à Bamenda, n'ose même pas faire la campagne dans la zone, dans la région du nord-ouest. Ils n'osent pas faire, ils ont même peur même de commencer. Et c'est un étranger qui va venir, n'est-ce pas, sillonner la ville comme ça, sans avoir de succès. Le monsieur là vraiment, je ne sais pas pourquoi il est venu au Cameroun, mais il n'a pas pensé, n'est-ce pas, à lui-même et sa famille pour le ramener dans cette zone qui est la guerre. Un missionnaire américain venu prêcher l'évangile et soutenir les populations dans le nord-ouest qui trouvent la mort en plein cœur de cette crise anglophone. Maître Simon-Serge Kakat, vous avez suivi la réaction du ministre délégué chargé de la Défense qui estime que les ressortissants expatriés qui souhaitent se rendre dans cette zone doivent au préalable se signaler auprès des autorités administratives et des forces de sécurité pour qu'ils puissent bénéficier d'un encadrement particulier. Bon, je pense que là, c'est une très bonne proposition. Mais ce que je voulais faire observer, avant de répondre spécifiquement à cette question, c'est une réaction par rapport à ce que vient de dire Maître Yachou. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui me surprend. Chez nos amis, nos frères du RDPC, chaque fois qu'il y a un problème, ils laissent le vrai problème pour aller chercher des problèmes périphériques. Parce que là, le problème qui se pose, c'est que, comme on peut dire, comme on pourrait dire au quartier, à quelque chose malheureusement, vous savez, l'assassinat de cet Américain, de mon point de vue, peut amener la communauté internationale à changer de cap dans la gestion de ce dossier. Parce que depuis pratiquement 2 ans que cette crise sévit dans les 2 régions anglophones du Cameroun, tout le monde a dit au président Biya, tout le monde a suggéré au président Biya de régler ce problème de manière politique, convoquer un dialogue national inclusif qui allait permettre aux Camerounais de s'asseoir autour d'une table et certainement trouver une porte de sortie à cette crise. Cela n'a pas été entendu. Même les Américains avaient proposé cela. Le président Biya est resté de marbre. Maintenant que les Américains commencent à être des victimes collatérales de cette crise, je pense qu'ils vont changer le cap pour obliger le président Biya à inviter les Camerounais autour d'une table pour trouver une solution. Parce que, de mon point de vue, c'est une guerre totalement inutile et c'est des victimes totalement innocentes qui meurent. Parce que si nous continuons comme ça à se rejeter les responsabilités, chaque fois qu'il y aura l'assassinat de quelqu'un, c'est-à-dire ça peut être un Français, ça peut être un Américain, ça peut être un Anglais, le gouvernement va vous dire que non, c'est les sécessionnistes. Quand il y aura un autre, quand on va vous dire non, ce n'est pas l'armée, c'est plutôt, ça s'est produit plutôt au Mali. Si nous restons dans cette mouvance-là, vous convenez avec moi qu'on ne trouvera jamais de solution et on ne sortira jamais de l'auberge. C'est pour ça que de mon point de vue, je pense que ce qui arrive là va certainement amener la communauté internationale à mettre le président Biya qui avait une priorité. Maintenant, je pense que cette priorité est évacuée parce que tout se passait comme si pour le régime de Yaoundé, ce qui était important, c'est l'organisation de la présidentielle. Maintenant qu'ils sont satisfaits, ils ont été déclarés élus, ils doivent maintenant se pencher sur, j'allais dire, la gestion de cette crise. Et moi, je pense de mon point de vue que cette crise ne peut jamais être réglée de manière militaire. C'est pour ça que la solution politique demeure la meilleure. D'ailleurs, lorsque vous lisez le message de Emmanuel Macron, il a également invité le président Biya vers cette option, qui est de régler cette affaire de manière pacifique, de manière politique. Parce que quand on ne vous raconte pas des histoires, c'est une affaire politique qui ne peut être réglée que de manière politique. Je pense que le président Biya, avec cet assassinat américain, va saisir le ballon au rebond pour régler définitivement cette crise pour qu'on n'en parle plus. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça. D'autres sénateurs américains, à la suite de la mort de ces missionnaires, ont réagi et adressé des correspondances au département d'État américain, l'exhortant à mettre davantage de pression sur Paul Biya pour régler cette crise anglophone. Edmond Kamgia, à quoi faudrait-il s'attendre? Quels sont les mécanismes dont disposeraient les États-Unis jusqu'ici
pour davantage s'intéresser à la gestion de cette crise anglophone et justement s'inscrire dans la résolution pacifique de cette crise? Les Américains, pays amis du Cameroun, disposent de beaucoup d'outils qui leur permettent de mettre la pression sur le Cameroun. D'abord, dans leurs relations bilatérales, Cameroun, États-Unis, ils peuvent faire infléchir le gouvernement sur cette question particulière en l'amenant, en le contraignant à trouver rapidement une solution à cette crise qui dure depuis 2 ans. Dans la coopération bilatérale, ça c'est d'un. Il y a également des mécanismes de la coopération multilatérale, notamment au niveau des Nations Unies. Les États-Unis, comme le Cameroun, sont membres de l'ONU, sont membres de l'Assemblée générale de l'ONU, et l'un a une position qui est une position d'émergence, j'allais dire une position forte de puissance, parce que les États-Unis sont l'un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils détiennent le droit de veto. Ils sont capables de mettre sur la table du Conseil de sécurité la question de la crise anglophone du Cameroun. Ils peuvent le faire quand ils le désirent. Il n'est pas exclu qu'ils le fassent. S'ils se rendent compte qu'au niveau de la coopération bilatérale, pour infléchir le gouvernement pour une prise, pour un règlement de cette crise qui dure, ça ne débouche sur rien, comme on le constate depuis plusieurs mois, depuis 2 ans, ils peuvent accélérer le problème au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, dont ils sont membres permanents, ça il faut le souligner. Mais il faut dire également ici que voici, à travers ce qui vient de se passer sur le terrain, on se rend compte que le cardinal Christian Toumi avait vu trop tôt ce que les autres voient trop tard. Il avait dit, avant l'élection présidentielle, qu'il était urgent, à travers un groupe de religieux, chrétiens, protestants, catholiques lui-même, et puis musulmans, ils s'étaient associés et ils avaient prescrit, proposé l'ouverture d'une rencontre à Boya fin août. Fin août. Mais visiblement, il y a eu, comme au niveau du gouvernement, des gens qui ont estimé que le fait d'avoir fait ces propositions avant l'élection présidentielle était ce qu'ils ont appelé agenda caché. Il n'y avait aucun agenda caché. On découvre qu'il n'y avait aucun agenda caché. Aujourd'hui, on se rend compte que si cette option avait été acceptée par le gouvernement et que la conférence avait eu lieu, je pense que la conférence générale anglophone avait eu lieu, je pense que ça aurait résolu 2 problèmes. Lesquels? Le premier problème que ça aurait résolu, par rapport à ceux qui voulaient aller à l'élection présidentielle, c'est qu'on n'aurait pas eu affaire à l'une des requêtes, à l'un des sujets qui a été largement débattu pendant les audiences publiques au Conseil constitutionnel, celle de savoir qu'il n'y a pas eu élection, il n'y a pas eu véritablement élection dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le problème s'est largement posé, parce que si la conférence avait eu lieu, peut-être qu'on aurait pu trouver une solution pour le retour des déplacés vers leurs localités respectives, peut-être le retour des réfugiés qui sont au Nigeria, progressivement ils seraient rentrés, et peut-être qu'ils auraient voté, et on n'aurait pas eu ce type de problème par rapport à l'élection présidentielle. Maintenant, le second problème que ça aurait pu régler, et ça c'est la question majeure, c'est qu'enfin on aurait pu, à travers ce dialogue, si c'était tenu au mois d'août, on aurait eu déjà des représentants des régions du nord-ouest et du sud-ouest, dans les différentes catégories socio-professionnelles et sociales, pour des représentants pour le dialogue national inclusif que tout le monde demande. Parce qu'aujourd'hui, les membres du gouvernement disent toujours que s'il y a dialogue, avec qui on va discuter. Mais c'est l'un des objets de la conférence générale anglophone qui va finalement se tenir. Les 21 et 22 novembre prochains à Boya. Et les travaux s'accélèrent. Il y a un budget de 32 millions qui a été décidé sur le plan prévisionnel, selon son porte-parole, et les représentants de la diaspora, il y a des réponses qui viennent de la part de la diaspora, des gens qui veulent participer à cette rencontre-là. Et je précise que la conférence générale anglophone concerne toutes les sensibilités politiques. Toutes les sensibilités politiques anglophones de toutes les 2 régions. Donc ce sera un maillage, une sorte de rencontre qui va beaucoup apporter au niveau de l'apaisement. Je regrette que cela va se tenir trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et s'agissant de ces régions anglophones, la France, à travers Emmanuel Macron, dit être prête à apporter son appui aux initiatives que Paul Biya devra prendre pour progresser vers un règlement politique de la crise. Ce sont les propos du président français qui souhaite que ces initiatives prennent corps au plus vite
Lorsque le président français s'exprime ainsi, Maître Lavoisier Sapi, il insiste sur le fait que le règlement politique doit se faire au plus vite. Ce sont les propos qu'il a adressés au président du Cameroun. Cette pression de la communauté internationale peut-elle soulever ce vent de paix attendu dans les régions anglophones? Ben, il me semble, si le président de la République et son entourage prêtent une oreille attentive à cette doléance de la communauté internationale. Il faut comprendre que dans le sud-ouest et le nord-ouest, il y a des intérêts étrangers. Et ces intérêts étrangers sont mis à mal par cette crise. Et la communauté internationale, c'est-à-dire les grands pays partenaires du Cameroun, ont intérêt à ce que cette crise soit réglée. Bon, maintenant, je pense qu'il est possible que le règlement se fasse entre Camerounais. C'est possible que le dialogue se tienne, que tout le monde discute, parce que je dois préciser que le président de la République a envoyé des gens discuter avec Boko Haram. On a versé des milliards à Boko Haram pour faire libérer des otages. Ça, c'est un mouvement terroriste étranger qui tue des Camerounais, mais avec qui le pouvoir discute. Mais c'est surprenant que le président de la République envoie des gens discuter avec des étrangers, des terroristes étrangers, leur verser des rançons, refuse de discuter avec des Camerounais, avec ses propres citoyens. Je crois qu'il y a là quelque chose qu'on ne comprend pas, que la crise anglophone dure depuis 2 ans. Est-ce que c'est l'aspect politique de la résolution de cette crise qui est évité jusqu'ici par les pouvoirs publics? Oui, bon, moi je dois préciser que ce n'est pas tellement la situation politique, parce que le président Paul Biya connaît le problème anglophone. Il vous souvient que le ministre Abom Achoy avait rappelé que lui, le président Paul Biya, avait enquêté avec Mme Djoro Tinjoma et lui-même Abom Achoy. Ils avaient enquêté, mandaté par Aïdjo sur cette crise anglophone et avaient produit un rapport. Abom Achoy avait précisé qu'il a encore son rapport, qu'il peut mettre à la disposition du chef de l'État. Le chef de l'État lui-même a envoyé plusieurs émissaires dans le sud-ouest et le nord-ouest, discuter avec les gens, faire des rapports. La commission Moussongue a justement, dans son dernier rapport adressé au président de la République, recommandé qu'il y ait un dialogue. La population, les anglophones veulent discuter avec le pouvoir. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent discuter sur la sécession, s'il y a des gens qui veulent discuter sur le fédéralisme, etc., aucun sujet ne doit être tabou. Il faut convaincre les gens que la sécession est mauvaise pour notre pays. On ne peut pas accepter la sécession d'une partie de notre pays. Mais il faut pouvoir en discuter avec ceux-là et leur dire, c'est pas bon, abandonnez cette option. Voici l'option qui est bien pour vous. Parce que les anglophones se plaignent après tout de la malgouvernance. Or, il me semble que faire des a priori, penser que des gens viennent discuter sur des choses qu'on ne veut pas entendre, et c'est ça qui a fait échouer la commission présidée par le ministre Fami Ndongo. Quand il est allé à Bamenda discuter avec les avocats, les enseignants et les autres syndicats, justement parce que lui, il ne voulait pas voir figurer à l'ordre du jour la question du fédéralisme. On n'était même pas encore à la sécession, on était encore au fédéralisme. Il a dit non, ça vraiment on ne peut pas en parler. Et ça a fait tout capoter, la situation s'est dégénérée jusqu'à ce qu'on arrive à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc je pense que il faudra que le président de la République accepte un débat total, un débat sincère, un débat au cours duquel tous les sujets sont débattus. Et il sait, le président de la République, que 95 ou 98% des Camerounais sont contre la sécession. Personne n'est d'accord pour ça. Mais il va falloir discuter avec cet homme, leur dire c'est mauvais, abandonner cela. On ne peut pas fuir le dialogue à cause de ça. Après vous, Maître Julius Achou, est-ce que le pouvoir de Yaoundé, qui va être renforcé avec cette investiture à la magistrature suprême de Paul Biya, est prêt à aller vers cette voie du règlement politique de cette crise anglophone, comme le suggère de plus en plus la communauté internationale, la France, les États-Unis et d'autres partenaires du Cameroun? Moi, je suis convaincu que mon président, n'est-ce pas, va régler ce problème après sa prestation de serment. De quelle manière? Mais vous devez savoir qu'il y a un problème, c'est un problème préoccupant et très délicat. Vous parlez des anglophones et vous ne parlez pas des francophones. Qui est le premier ministre de ce pays? Il est anglophone. On a des députés, des sénateurs anglophones.
qui va discuter avec les autres? Qui doit organiser cette soi-disant consultation? Le Premier ministre qui est anglophone va s'asseoir au milieu, les francophones de ce côté, les anglophones de ce côté pour discuter. C'est très compliqué et c'est très compliqué. Il ne faut même pas qu'on s'aventure vers ce chemin. C'est très compliqué. On vous a parlé, ce que le candidat Tourbi veut faire est vraiment bien, mais il se pose un problème. Et c'est ces 8 millions d'anglophones qui vont s'asseoir pour parler. Qui va parler pour qui? Ils vont noter que ceux qui financent le mouvement sécessionniste dans la zone anglophone sont contre ces réunions. Donc, c'est vrai que vous allez parler avec tout le monde sauf eux. C'est très compliqué. Moi, je vois ce problème autrement. Le Cameroun était un pays indivisible sous les Allemands, comme colonie sur les Allemands. Il y a eu la guerre. Pourquoi les puissances étrangères ont décidé de nous diviser? Normalement, on était sous tutelle. Cela veut dire que la France et la Grande-Bretagne devaient quitter et laisser le Cameroun en l'état qu'ils ont trouvé avec les aliments. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il faut faire non, il faut régler cette crise selon vous? Non, M. Kamda a parlé des Nations Unies et autres. Oui. C'est ça le point, il faut le régler à ce niveau. Parce que lorsqu'après la guerre, vous étiez sous tutelle. Au lieu de laisser le pays intact, comme, n'est-ce pas, c'était avant sous les Allemands, vous avez décidé de diviser. Et c'est ça qui pose problème. Et ça, le problème est gangréné de telle sorte que si vous tentez de s'asseoir pour discuter, ça va créer d'autres problèmes. Parce que on ne va pas s'entendre et ça va créer la dysanie et ça va englober tout le pays. C'est très délicat. Et moi, je suis sûr que le président Biya va sortir une solution que nous tous nous serons d'accord. Alors justement, Maître Simon-Serge Kaka, comment sortir de cette situation qui se vit dans les régions anglophones, qui affecte l'économie nationale, qui provoque des crises politiques sans précédent, au point que la communauté internationale monte de plus en plus au créneau pour mettre la pression sur le gouvernement du Cameroun? Je dois vous dire, pour répondre à cette question, que comme je l'ai dit dans l'un de mes précédents propos, cette question ne peut être réglée que de manière politique et entre les Camerounais. Maintenant, je suis entièrement d'accord, comme le disait tout à l'heure Emmanuel Kamdia, que les Nations Unies peuvent nous obliger à le faire. Mais je pense que la solution doit venir des Camerounais. Et contrairement à ce que soutient Maître Achou, les choses peuvent se passer comme en 1961. Quand les Camerounais d'expression anglaise et française se retrouvent à Fumban en 1961, il y avait une délégation qui avait représenté les anglophones. Si j'ai bon souvenir, il y avait John Goufoncha, il y avait Augustin Ngomjoa, il y avait Estimuna, il y avait Emmanuel Lifafa Indele. Donc il y avait des gens qui avaient été choisis pour représenter les anglophones. Choisis par qui? C'est les populations. Dans tous les cas, c'est le président de la République, son Excellence Paul Biya, décide de régler cette affaire de manière politique. Encore d'expression anglaise et française à une table autour de laquelle toutes les questions seront débattues. Je suis convaincu que les anglophones vont trouver des gens représentatifs. Et on peut trouver ces gens à travers la conférence générale anglophone. Comme le cardinal Tourbi est en train de convoquer. Je pense que les autres ne veulent pas. Mais je le vois. Si nous restons dans la logique, s'il vous plaît. Si nous restons dans la logique du conspiratisme et de la mauvaise foi, telle que vous défendez votre position ici, nous ne trouverons jamais de solution parce que ce qui est constant, ce n'est pas les gens comme les Yann Philemon qui peuvent être les interlocuteurs aujourd'hui. Il y a des anglophones. La solution. Donc, pour chuter, Cédric, ce que je voudrais observer, c'est que je pense que des solutions peuvent être trouvées, n'est-ce pas, entre les Camerounais, mais tout dépend de la volonté politique, tout dépend de la détermination du premier décideur camerounais, qu'est le président Paul Biya. Ça, c'est ma position. Merci, Maître Simon-Serge Kaka. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Maître Julius Achou, d'être venu. Merci Edmond Kamdia. Merci également à vous, Maître Lavoisier Sapi et Maître Simon-Serge Kaka. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Equinox Télévision.